Donc officiellement, je vous dis bonjour pour la conférence qui va parler de la Grèce continentale et du Pays Basque ce midi. Je vous remercie de vous être connectés. Je vais vous parler rapidement de Caravanier et ensuite je vais vous présenter les deux voyages. Euh, voilà. Je commence par me présenter moi. Je suis donc à gauche, vous m'avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous me voyez encore, mais en tout cas, vous m'avez vu tout à l'heure à la vidéo. J'en profite juste avant de parler de ça. Si vous avez des questions en bas, vous devez avoir Q et R, questions-réponses. Donc, vous pouvez mettre les questions là. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin de chaque voyage ou à la fin complètement de chaque conférence. Puis si vous avez envie de me dire juste allô, vous pouvez le mettre dans le chat. Ça me fera plaisir. Voilà. Donc, moi, c'est Julie. Je suis avec Arvanier depuis 2010 et je guide depuis 2014, donc toujours au bureau quand même. Et je suis la responsable de la production des voyages en Europe. Et derrière ce vilain mot, en fait, ça veut dire que je suis responsable de tout ce qui se passe sur place, du bon déroulement de chaque voyage, puis de toute l'organisation sur place. Mon acolyte que vous voyez là, c'est Alexandre du bureau, donc Alexandre Choquette, parce qu'on a deux Alexandres, qui guide aussi, qui est arrivé il y a un peu plus récemment dans l'agence. Et Alexandre, lui, il est en charge de répondre aux questions et de s'assurer qu'on a le bon voyageur sur le bon voyage. Donc, c'est à lui que vous parlerez pour toutes les questions, pour vous inscrire. C'est ça. Il est responsable, lui, de votre expérience avec le bureau Caravanier pour l'Europe et il guide aussi d'ailleurs en Europe. Voilà, donc il connaît bien nos circuits aussi. Caravanier, c'est une entreprise qui a été fondée par Richard ici, puis Suzanne en 1998. Donc si vous calculez bien, ça fait 25 ans cette année. Là, on s'approche de notre 26e année, enfin bref, de l'anniversaire suivant, dans quelques mois. C'est une ni trop petite ni grosse entreprise. C'est-à-dire que on est peut-être, je sais pas, 8, 9 au bureau et la moitié guide et donc est souvent partie sur le terrain, plus une douzaine de guides à temps partiel ou à temps complet, ça dépend lesquels. Donc au final, ça nous donne quand même suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir donner un service qualitatif, là, professionnel, même quand la moitié de l'équipe est sur le terrain, il reste du monde pour répondre au téléphone. Mais aussi, on est assez gros pour avoir des bons contacts avec nos partenaires sur place. Et ça joue vraiment dans l'expérience de ce que vous vivez sur le terrain. Voilà. Vous avez remarqué dans Caravanier, ou vous l'avez peut-être pas remarqué d'ailleurs, mais je vous le dis, c'est Caravanier et notre petite phrase, c'est voyager et agir. Deux mots, euh, voyager, vous voyez ce que c'est, mais ces deux mots-là résument un petit peu notre philosophie, notre manière de faire. Donc on veut faire des beaux voyages. Faire des beaux voyages, c'est pas offrir ce que tout le monde offre parce que c'est ce qui se fait, c'est pas aller là où tout le monde va, c'est pas non plus compliqué juste pour rendre les choses compliquées, c'est juste essayer de se dire de chercher en fait ce qui est heu, le plus sympa à faire, le plus bel itinéraire dans les meilleures conditions possibles. Donc ça passe souvent par de la logistique un petit peu plus compliquée que ce que font, les agences habituellement. Mais on a justement la taille parfaite pour pouvoir répondre à ça, ni trop gros, ni trop petit. Puis agir, c'est bien faire les choses. Donc on fait des beaux voyages, beaux itinéraires, hem Agir, l'idée c'est, bien les faire aussi pour l'environnement, puis pour, les gens avec qui on travaille. Donc les gens avec qui on travaille, ça peut être les équipes locales, donc là, on va jouer sur le salaire des porteurs, des guides, des cuisiniers quand il y en a, c'est pas le cas pour les voyages dont je parle ce midi. On va aussi jouer sur les gens avec les villages qu'on traverse, les gens avec qui on travaille sur place. Donc les auberges comme pour, les voyages dont on parle ce midi. Et puis l'environnement, alors là, l'environnement, c'est un gros morceau chez Caravanier. Je vous ferai pas toute une conférence dessus ce midi, ça pourrait être très long. Mais en résumé, planétaire, parce qu'on va pas se cacher, voyager en avion, c'est très polluant.
Donc depuis 2008, il me semble, on compense, l'émission de gaz à effet de serre via Planétaire. Donc pour chaque voyage, puis pour nos guides aussi. On est membre, fier membre de 1 pour la planète. Si vous ne connaissez pas cet organisme-là, je vous invite vivement à aller vous renseigner. C'est passionnant et ça veut dire que nous remettons 1 de notre chiffre d'affaires à des projets de protection de l'environnement et 1 du chiffre d'affaires et contrairement à 1 des marges, c'est quand même un gros montant pour une entreprise comme la nôtre. Et puis Leave Not Trace, bien sûr, on voyage sans trace, sur place et ça fait partie des comme c'est juste une partie de ce qu'on fait, la partie immergée de l'iceberg. Voilà. Je vous en dis pas plus pour ce midi, mais n'hésitez pas à venir hem, nous poser des questions, en fait. Voilà. Les voyages dont je vous parle aujourd'hui sont confortables, c'est-à-dire qu'on tombe dans notre catégorie Dolce Vita. Dolce Vita, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuit sous tente, qu'on est la plupart du temps en refuge, en auberge, des chambres de généralement, normalement 2 personnes maximum. Alors si vous voyagez seul, on vous jumelle avec quelqu'un du même genre. Hem C'est des petits hôtels ou des auberges. On mange, alors le midi, le guide s'occupe de préparer le pique-nique. Le soir, généralement, on est soit à la table de l'auberge, soit dans le restaurant à côté et c'est super sympa. On a le temps de prendre l'apéritif, et généralement, il fait plutôt beau. Donc voilà, c'est un peu l'idée, de ces voyages-là. On souffre pas du froid, on a parfois un petit peu chaud, et c'est relativement, confortable. Parfois, on a des nuits en refuge, ça va être le cas de la Grèce dont je vous parle, mais c'est ça. Et puis bien sûr, vous avez une douche chaude à tous les soirs. Je vous présente ici nos voyages en Europe en général parce que, moi je suis la responsable des voyages en Europe et puis ils rentrent tous dans cette catégorie, des voyages, Dolce Vita, tous sauf le Monténégro qui est ici. Il y a effectivement pas de nuit sous tente, mais c'est tellement rustique, tellement on a voulu des hébergements typiques, là on les a et ils sont tellement rustiques qu'on peut pas vraiment catégoriser ça de Dolce Vita. C'est un petit peu moins, heu on vise jamais le luxe chez Caravanier, mais c'est un petit peu moins confortable quand même. Donc on n'a pas osé le mettre Dolce Vita, mais il y a pas de camping non plus. J'en ai parlé la semaine dernière ou il y a 3 semaines du Monténégro, je suis plus sûre. Vous allez retrouver les conférences, des voyages, des conférences passées sur les autres voyages sur notre chaîne YouTube et puis surtout, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions parce qu'on aime bien vous parler. En parlant de ça d'ailleurs, justement, c'est pas qu'on aime bien vous parler, ça c'est sûr qu'on aime bien essayer de faire en sorte que vous trouviez le meilleur voyage pour vous à ce moment-là de votre vie. Et donc ça, parlez-nous, ça c'est l'idéal. Mais aussi, on s'assure de parler à chaque voyageur ou à chaque duo de voyageurs, si c'est un couple, mettons, parce on travaille fort pour en fait, c'est sûr que si vous partez, une des principales questions que vous aurez sûrement, c'est: «Mon Dieu, avec qui je vais voyager? Ça va être qui, les autres compagnons de voyage?» pour s'assurer d'avoir le groupe, sympathique et puis, relativement, homogène pour que ça soit plus facile pour le guide ça, on essaie de parler à chacun des participants en amont, de bien vérifier, le niveau, de donner des conseils sur l'équipement, sur comment s'entraîner. Donc juste pour s'assurer, puis ça c'est le travail donc d'Alexandre, vous l'aurez compris, que ce que je vous disais, on a le bon voyageur pour le bon voyage qui lui correspond bien, puis qui va bien aller dans le groupe. Alors, dans un monde idéal, on irait, tous ensemble randonner une journée pour pouvoir, s'assurer du niveau de tout le monde. On peut pas le faire, c'est dommage, mais c'est ça. Prenons le temps de se parler avant, votre inscription. Donc, je reviens sur ce midi. En bleu, vous avez les autres voyages, donc les Canaries, j'en parlais la semaine dernière, l'Andalousie, j'en parlais aussi la semaine dernière, l'Italie, la Sardaigne plus précisément, la Crète, j'en parlais il y a 3 semaines et le Monténégro et ici on a le Pays basque et la Grèce continentale, puis c'est ces 2 là, que je vous présente ce midi. Le Pays basque, c'est une destination qui me tient, vraiment à cœur parce que c'est chez moi. C'est de là où je viens, puis c'est moi qui ai monté le voyage en parlant avec mes cousins qui sont accompagnateurs en moyenne montagne. Donc eux, leur métier, c'est, de guider des voyageurs qui veulent découvrir le Pays basque. Donc ils étaient tout indiqués quand j'ai commencé à me dire:
enfin, quand j'ai eu le temps en fait de mettre en application mon idée d'amener des groupes caravaniers, hem, dans mes montagnes. Le Pays basque, c'est une terre, pardon, c'est c'est vraiment, en fait, une terre qui commence des Pyrénées, puis qui va dans l'océan Atlantique. Ces montagnes sont habitées depuis des millénaires. Ça résulte que ce que moi je trouve très intéressant, puis c'est un petit peu la saveur du voyage, c'est que alors c'est vraiment un voyage de randonnée, mais ce qui est passionnant, c'est de voir toute l'utilisation de la montagne, par, les locaux depuis, donc des siècles et des siècles. Et là, par exemple et puis donc l'impact que la nature et l'homme les interactions en fait entre l'un et l'autre. Ici, vous voyez donc un beau paysage de montagne. On va remonter ce sentier, puis ensuite on va aller jouer un petit peu vers les cols qui sont là, un petit peu à gauche de la photo. Ici, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, il y a une cabane de berger. Donc cette cabane de berger, on va passer à côté. Puis c'est un petit peu ça l'idée. L'idée de tout le voyage, c'est d'aller, certes marcher, faire les plus belles randonnées, mais aussi de rencontrer les gens qui peuplent ces montagnes-là. Donc s'il y a des cabanes de bergers, c'est qu'il y a des troupeaux, beaucoup de brebis, des vaches, vous allez croiser, des potiocs, les petits, chevaux sauvages. Là, il y a même un âne en plus. Les potiocs qui sont semi-sauvages. Hem Et vous allez croiser du raisin. Alors, pas semi-sauvage celui-là. Les départs au printemps, le raisin n'est pas encore formé. Les départs à l'automne, là, les raisins sont formés. Qui dit raisin, qui dit vigne, dit vin. Qui dit vin, dit, on se régale. Plus précisément, je vous parle du Pays basque parce que je m'attends pas à ce que tout le monde connaisse. Le Pays basque, c'est pas un vrai pays, administrativement parlant. C'est un territoire, une identité forte, une culture très marquée, très fière, à cheval sur les Pyrénées. Alors si vous donc vous voyez, on est entre ici la France, ici l'Espagne et le Pays basque, c'est là. Donc sur mon zoom ici, là, vous avez les Pyrénées qui traversent donc, qui séparent en fait, la France de l'Espagne et qui traversent de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Donc là, concrètement, si vous voyez, hein, on a 3 petites provinces. Il y a 7 provinces dans le Pays basque. 3 petites côté français, côté nord et 4 grandes côté espagnol, ici côté sud. Parce qu'attention, on ne dit pas la France, le côté français et le côté espagnol, on dit le nord et le sud du Pays basque. Soyons rigoureux. Ici, désolé pour la qualité, c'est un peu pixelisé. C'est la meilleure carte que j'avais pour expliquer un petit peu le trajet. En jaune, orange et vert, nous avons donc les 3 petites provinces, côté nord, la France, et ici en vert, nous avons la pro comme, un territoire voisin qui est pas vraiment le Pays basque, mais qui est très proche culturellement, puis il y a une grande solidarité entre les 2. Donc on triche un peu sur le voyage, on commence non pas au Pays basque, mais au Béarn, vous l'aurez compris. On commence dans la vallée qui est ici, qui s'appelle la vallée d'Aspe. C'est là où on a les sommets qui dépassent les 2 500 mètres et toute les montagnes les plus hautes. On va y passer 3 jours avant ensuite de rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. Je vous en parle un peu plus tard, peut-être que le nom vous sonne quelque chose. De jouer un pied sur la frontière, un pied en Espagne, un pied en France, pop, 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 jusqu'au village de Bidaraï. Donc là, on va prendre plusieurs jours pour faire le trajet jusqu'à Bidaraï. Ensuite, on prend une journée de repos parce que sur quand même 11 journées de randonnée, ça fait du bien de faire une pause. C'est l'occasion de visiter Bayonne, ici, qui est une très jolie ville, et de rejoindre, alors là, ça sort de la carte, de rejoindre la baie de Saint-Sébastien, côté espagnol, où on va marcher les 3 jours suivants. Et vous avez bien entendu que c'est une baie, ça veut dire qu'on est au bord de l'océan Atlantique et qu'on peut se baigner et mettre les pieds dans l'eau et de mettre, là, visiter les villages de pêcheurs et découvrir aussi la belle relation qu'il y a entre, les pêcheurs basques et le Québec, mais vous le savez peut-être même pas. On commence le voyage, je ne vous fais pas un jour par jour, hein, mais grosso modo une idée du voyage. On commence le voyage donc au Béarn. Les Béarnais, et je vais me permettre, je suppose qu'il n'y a aucun Béarnais qui regarde cette conférence, donc je me permets de dire que les Béarnais sont des Basques qui s'ignorent. Ils ont oublié qu'ils devaient être Basques à un moment donné. Euh,
mais il y a cette même culture de l'accueil, cette même solidarité, le même, bah, je sais pas, un côté terre à terre. Par contre, l'architecture est différente, le basque, la langue basque n'y est pas parlée et là, on est donc dans un petit village au fond d'une vallée, entouré de montagnes et c'est là où on dort pour 3 nuits. Donc vous voyez, ici, la porte d'entrée de l'hôtel et puis quand je vous disais que c'est un voyage dolce vita, quand on finit la randonnée, on revient, à l'hôtel, à l'auberge et on profite, de se mettre en terrasse, et de boire, l'apéritif, après la randonnée, avant ou après la douche, ça c'est vous qui voyez sur place. Les randonnées que l'on fait dans ce coin-là, donc je vous disais, les pics dépassent les 2 500 mètres. On va essayer d'aller, si la météo le permet, on va aller, quand même, se gâter avec un sommet à 2 500 mètres. Ce sera la journée la plus exigeante du voyage. Je vous dirais 1 300 mètres de dénivelé. Elle n'est pas obligatoire. Donc vous voyez ici un petit peu le genre de paysage que l'on va avoir. Hem, pour parler rapidement du niveau, le détail du niveau aujourd'hui, je ne vais pas en parler trop, parce que je veux plutôt vous donner le goût de chaque voyage, puis après vous appelez Alexandre, vous m'appelez moi, je suis disponible le matin, pour en parler, pour vérifier votre niveau. Mais grosso modo, sachez que tous nos voyages, ça vaut pour vraiment tous nos voyages s'adressent à des gens qui sont habitués à faire de la randonnée, qui aiment ça, parce que c'est notre activité principale. Donc vous devez être capable de marcher 5 6 heures, en montagne par jour et puis de recommencer le lendemain. Donc là, c'est ce qu'on va faire au Pays basque, en moyenne 5 6 heures de marche, certaines journées un peu plus, d'autres un petit peu moins. En moyenne, 800 mètres de dénivelé, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et en moyenne 14 15 kilomètres, et là encore, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Voilà. Hem, je ne rentre pas plus là-dedans. Les sentiers sont bien tapés, ils sont en bon état. C'est sûr que si on va gratouiller les sommets, un peu plus de roches, mais sinon, et s'il a plu beaucoup, un peu de boue, mais sinon les sentiers sont vraiment bien, bien tapés. Je vous disais les cabanes de berger, c'est sûr qu'en fait tout l'été et donc en fait, de la fin du printemps jusqu'à octobre en moyenne, les cabanes de berger sont, hem en fait, les bergers résident toute cette période-là dans leur cabane et transforment sur place le fromage. Donc ça veut dire qu'ils envoient les brebis ou les vaches pâturer dans l'estive, donc dans les montagnes toute la journée. Ils les récupèrent le soir, la traite du soir et rebelote le lendemain matin, traite du matin avant le lever du soleil et zouent en montagne pour aller pâturer. Il y a des chiens qui les protègent. Ça, vous apprendrez tout ça sur place. C'est assez, passionnant. Donc on va marcher dans ces villages-là. Je reviens d'ailleurs, pas dans ces villages, mais dans ces, montagnes-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ce côté pastoral, qu'on va voir vraiment tout le voyage, vous allez voir la différence entre le côté, français, hem, où il y a encore donc ces grandes prairies, ces alpages-là, ces grandes prairies, où paissent, les vaches et les moutons et les brebis. Mais côté espagnol où la pratique bergère s'est presque perdue, tout a été depuis 100 ans à peu près, tout a été reboisé. C'est-à-dire que enfin, le fait que les animaux, broutent, ça empêche les les fougères et puis les forêts de repousser. En Espagne, ils ont arrêté il y a 100 ans et là, c'est des grandes forêts qui ont repris, le contrôle, du territoire. Ça, vous allez le voir, c'est assez intéressant. Ici, j'ai mis cette photo-là parce que c'est une randonnée un peu spectaculaire, vue de l'extérieur, mais pas du tout, vertigineuse. On croirait qu'elle est vertigineuse comme ça quand on y est, mais en vrai, pas du tout. Donc, je voulais vous dire, n'ayez aucune crainte là-dessus. Par contre, au niveau historique, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce que c'était que ce chemin ici, creusé dans la falaise. Heu, mais je ne veux pas vous en dire trop ce midi. Et puis Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors je vous disais Saint-Jean-Pied-de-Port, donc après avoir passé nos 3 jours dans la vallée d'Aspe, on rejoint ce gros village, connu pour être une des étapes, les plus fameuses, du chemin de Compostelle. Donc le chemin de Compostelle, il y en a plein, mais souvent il passe par Saint-Jean-Pied-de-Port qui a eu, une histoire médiévale très intéressante et vraiment, très typique. Là, vous avez vraiment l'architecture, basque, du labour. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, on va encore y passer là aussi, au moins 2 nuits et en fait, ça va être récurrent dans tout le voyage. On va passer, hem, 2 à 3 nuits
presque partout. Il y a peut-être une exception, dans tout le voyage. L'idée, c'est de pas courir. On veut pas faire que du voyagement, on veut prendre le plus de temps possible pour faire des randonnées, et on veut pas avoir à refaire ses valises à tous les jours. Donc on prend le temps et c'est très agréable. Donc Saint-Jean-Pied-de-Port, ça nous permet d'aller découvrir, en fait, aux alentours de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a un vignoble qui s'appelle le vignoble d'Irouléguy. Et on va marcher dans en tout cas, de cépage en cépage, donc dans les vignes. Qui dit marcher dans les vignes dit déguster, bien sûr. Donc on va soit déguster, soit visiter un vignoble. Dans tous les cas, on a parfois le temps de faire la sieste, mais c'est vraiment un voyage où on mange bien. Ça, je vous ai mis des photos à la fin. Puis ensuite, on va continuer, je vous disais, un pied en Espagne. Alors, on va passer certaines nuits en Espagne, après on repasse en France, puis pop, pop, pop. Puis chaque fois qu'on marche sur des crêtes, il faut savoir que généralement les crêtes marquent en fait la frontière, et puis on bascule de l'un à l'autre. Les chevaux sauvages, les potiocs encore, vous allez en voir tous les jours. Et le charme des villages, ici les Aldudes, où on va dormir de nuit. Le charme des villages, on le découvre aussi par, en fait, on veut vraiment vous faire découvrir la vie locale et les spécificités. Parce que oui, ce village, il est en France, mais ça a rien à voir avec, la culture française que vous pouvez voir ailleurs. Vraiment rien à voir. Par exemple, un des sports nationaux basques, c'est la pelote basque. Avec le rugby et le surf, ça fait partie des 3 sports les plus, pratiqués au Pays basque, loin devant, le soccer. Alors que partout dans le monde, où ça joue pas au hockey, c'est le soccer qui est, comme le sport de référence pour tous les enfants et les adultes. Là, ici, on a assisté à une partie de pelote endiablée, par les juniors, hein, dans ce village-là. Et puis donc la pelote basque, ça se joue, soit directement à la main, soit avec une raquette en bois qui s'appelle la pala, qui est le plus facile à appréhender, soit avec carrément la chistera, qui est une sorte de grand gant et on fait rouler la balle avant de la renvoyer. Il y a plusieurs terrains. Ici, on a un fronton. Vous pouvez en trouver au Québec des frontons parce que les Basques ont beaucoup immigré au Québec. Hem donc vous pouvez trouver des frontons, des trinquets, des murs à gauche, des rails à l'ail. Vous découvrirez tout ce vocabulaire-là sur place et vous pourrez aussi, si ça vous intéresse, mais je vous le recommande, vivement, vous initier, avec le guide, aux joies de la aux joies de la pelote parce que c'est le fun. Puis c'est pas on s'entend qu'on va pas faire une compétition de haut niveau là, mais pour s'initier, c'est vraiment le fun. Donc voilà. J'ai pas mis de photo du guide, mais je vous en dis un petit mot. Ça va être Antione pour le départ de juin qui va guider. Antione, c'est mon cousin, donc je vous en parlais tout à l'heure, ça tombe bien. C'est un grand voyageur, hem, grand grand voyageur, et c'est un bonhomme très sympathique, qui connaît vraiment tout sur son petit bout de territoire et qui a vraiment à cœur de faire découvrir tout ça. Puis voilà, c'est un guide comme on les aime dans le sens qui est c'est quelqu'un de sympa, qui apprend plein de choses, qui, a tous les plans B en tête. Voilà, vous le découvrirez lui aussi, sur place parce que j'ai oublié de mettre une photo d'Antione. Pause à, Bayonne, une, petite ville, typique qui se découvre à pied, avant de rejoindre les, bords de l'Atlantique. Les bords de l'Atlantique, il faut savoir que c'est le Gulf Stream, donc heu, il fait beau, il fait généralement relativement chaud, hem et la température de l'eau, par contre, n'est jamais très chaude, mais bon, hein, si vous êtes habitué à vous baigner dans le fleuve, vous allez trouver ça très correct. Selon quand vous y êtes, mettons en juin, elle va être quelque part entre 18 et 20 degrés. En septembre, elle devrait être plutôt entre 19 et 22 degrés. Ouh! Voilà, mais on s'y baigne, on y surfe si on veut. Là, l'idée de nos randonnées, donc vraiment les randonnées côtières en bord de mer, c'est de marcher soit tantôt en haut des falaises, soit plus près des plages. On peut même, y pique-niquer. Puis, c'est ça, c'est de découvrir ce versant-là du Pays basque, le côté, les petits villages de pêcheurs qu'on rejoint, donc de découvrir le côté, maritime et le fait qu'on mange beaucoup de poissons aussi et justement ce lien avec le Québec. Quand je vous disais qu'on mange bien, voici des exemples de pique-nique, ici, donc beaucoup de fromage, pas mal de charcuterie, on met toujours, des salades fraîches, hem
Et voilà donc heu, généralement, on ne perd pas de poids sur ce voyage. C'est même parfois, l'inverse, c'est très généreux et c'est difficile de réduire, de réduire les portions. Donc sachez que vous aurez sûrement trop à manger. À vous d'essayer de ne pas prendre de dessert si vous trouvez que vous avez trop mangé, mais voilà, de la bonne gastronomie. Quand on passe côté espagnol, on en profite pour découvrir les pinchos et là, c'est très créatif. Je précise qu'en 2 semaines de voyage, on n'a pas le temps de goûter toutes les spécialités tellement la gastronomie basque est variée et en plus, quand on passe côté espagnol, les pinchos, c'est l'équivalent basque des tapas et là, vous avez quelques exemples. Donc là aussi, c'est un peu la folie, dans l'assiette et ça, dernière photo pour le Pays basque, un exemple de pique-nique donc en bord de mer avec, ces formations géologiques qui sont très différentes de celles que vous aurez vues en début de voyage. En résumé, 2 semaines de voyage, un niveau qu'on a considéré comme modéré, vous portez juste vos affaires pour la journée. On pourrait y aller en fait vraiment presque toute l'année. Mettons qu'on pourrait y aller de mars, non, mars, il y aurait de la neige, dans les Pyrénées comme dans les parties les plus hautes. On pourrait y aller de mai à à novembre. On a choisi nous d'y aller en juin parce que c'est vraiment bon, il y aura plein de fleurs partout. On est presque sûr de plus avoir de neige dans les parties les plus hautes. Les le gros pic touristique qui est juillet-août est quand même évité, mais il devrait faire, assez chaud, donc ça c'est chouette. Donc le 9 juin, quand je dis qu'il devrait faire assez chaud, en montagne, donc les premiers jours, on compte, entre 10 et 25 degrés en fonction de la météo. Donc, autour de 20 degrés, on va compter. De jour, il fera plus froid, le soir et quand vous êtes, rendus en bord d'océan, là, il peut faire jusqu'à 30 degrés, heu, mais c'est pas suffocant comme chaleur, c'est pas la Méditerranée quand même. Voilà. Deuxième circuit pour ce midi. Alors, j'ai pas réussi à voir si j'ai des questions. J'ai perdu non, ah si, je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à laisser des questions pendant que je prépare, que je vous présente la Grèce. Deuxième circuit de ce midi, donc la Grèce continentale, au-delà des montagnes. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par cette idée de Grèce continentale? On a un circuit ici en Crète, ça on en a déjà parlé. La Crète, c'est vraiment la plus grande île, de Grèce. Bah, maintenant, on a donc ce voyage-là qui a été construit avec cette même idée, cette même envie, qui est d'ailleurs la même qui a animé la création du Pays basque, de découvrir le plus possible à pied, en profitant vraiment en limitant les transports et en, allant découvrir une zone, en fuyant les foules, pour faire simple, mais en mangeant bien, en dormant bien. Là, vous arrivez à l'aéroport à Athènes, vous roulez jusqu'au Météore, on y reste quelques jours, et ensuite vous allez faire un trek de 6 jours dans le massif du Pendé, ici, avant d'aller sur l'île de Corfou pour comme les 3 dernières nuits, c'est un peu la récompense du voyage, là encore. Les météores, vous avez sûrement entendu parler de ce que sont les météores. Hem, Ici, on a un village, typique et ces falaises avec ces, formations érigés vers le ciel qui abritent en fait des, monastères. Donc l'idée, ça va être d'aller en fait, tous ces monastères sont reliés par des sentiers, et donc en, 2 jours, on va aller marcher et découvrir, les monastères qui sont vraiment, accrochés, dans les falaises ou au sommet des falaises. Donc ce sont les 2 premières journées du voyage. Ensuite, on va, faire le trek, ça je vous en parle après et à la fin, Corfou. Je vous parle de la fin. Corfou, c'est une île qui est quand même somme toute assez grande. On va se concentrer essentiellement sur le nord, et l'idée c'est, oui, de marcher, mais aussi de le prendre un peu plus relax parce que ça sera la fin du voyage. Et donc d'aller découvrir, bon là par exemple un fort, byzantin, mais d'aller découvrir un petit peu les influences qui animent Corfou, de profiter de la plage, mais de faire quand même un petit peu de randonnée. Donc les 3 dernières nuits sont à Corfou. Vous voyez la vieille ville de Corfou, hem, des influences vénitiennes, byzantines, et italiennes. À Corfou même la gastronomie est vraiment, a cette influence italienne beaucoup plus marquée que partout ailleurs, en Grèce. Donc
ça se goûte, aussi dans l'architecture, également, heu, voilà. Mais et vous allez voir la différence, regardez bien la différence entre l'architecture à Corfou et alors encore une fois, Corfou, c'est vraiment différent de la Crète. Donc si quelqu'un a si vous avez déjà fait le voyage qu'on propose en Crète, c'est complètement différent ce voyage en Grèce que le voyage en Crète, c'est complémentaire. N'hésitez pas à vous inscrire. En fait, c'est, ça va pas être redondant et donc là, vous voyez l'architecture, je vous refais avant et après. L'architecture est complètement différente, le paysage aussi. Donc nous allons dans le massif de Pende avec les Zagorias. Zagoria, c'est un mot d'origine slave qui veut dire au-delà ou derrière les montagnes. Et les Agorias, en fait, regroupent 46 petits villages, des hameaux de pierre, comme ça, construits, qui sont reliés entre eux par des sentiers. Et donc, l'idée, c'est de marcher, alors, pas sur, on va pas visiter les 46 villages, mais de marcher d'un village à l'autre, toujours pareil, en passant 2 3 nuits dans chaque hébergement. euh, pour, voilà, pour découvrir la région. Les sentiers passent parfois sur des ponts parce qu'il y a des gorges assez profondes, des rivières à traverser et les ponts ont une architecture très spéciale dans les Agorias, donc avec ces doubles ou triples, voûtes pour passer au-dessus. Il y a des gorges, celle-ci c'est la gorge de Vikos, c'est la plus, célèbre. On va y descendre puis y remonter, donc des gorges à traverser avec au fond les fameux ponts. Donc, voilà pour, une petite représentation. Là encore, on dort, dans des hébergements qui sont rustiques, charmants, encore une fois, jamais du luxe, mais 2 par chambre. Vous êtes regroupés avec, quelqu'un du même genre si vous voyagez, tout seul, ça c'est pas un problème. Et on mange bien. La cuisine est, assez différente au final de, ce que vous allez manger en Crète, mais ça reste qu'on est dans la cuisine très savoureuse avec des produits locaux, très variés aussi. Donc on mange, très bien. C'est familial en fait, c'est vraiment, vous découvrez les plats typiques, qu'on mange en famille. Voilà. Là aussi, donc 6 jours de trek, donc on a 2 jours, pour visiter à pied, donc 2 jours de randonnée, hein, quand même dans les météores. Ensuite, on a 6 jours de trek, hem dans le massif de Pende. Là encore, 5 6 heures de marche, à peu près 14 15 kilomètres et puis ça peut varier. Il y a des journées un petit peu plus, des journées un petit peu moins et 800 mètres de dénivelé. Vous portez juste les affaires pour la journée, sauf un jour où vous allez monter dans ce refuge-là, c'est le refuge d'Astrakas et là, en fait, on monte vraiment un petit peu plus haut. L'idée, c'est d'aller passer une nuit en dortoir dans ce refuge et ça nous donne accès à des paysages magnifiques et notamment au lac des Dragons, parce qu'il y a toute une, légende, ce lac, des Dragons-là, heu, qui, voilà, qui s'élève. C'est probablement la journée la plus difficile, 1 300 mètres de dénivelé, mais là encore, une fois que vous montez au refuge, que vous posez les affaires, vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'au lac et ça se fait en fait très bien. Donc faites-vous confiance, entraînez-vous d'ici là, mais faites-vous confiance, faites-nous confiance, ça se fait bien. Un mot sur la guide, vous la voyez ici, notre guide c'est Alice. Alice, c'est une Belge installée en Crète, heu, avec qui, donc on avait, parlé pour, quand on a voulu, créer ce voyage. C'est ma collègue Ophélie qui l'avait créé il y a 2 ans, 3 ans maintenant avec Alice. Elles avaient repéré toutes les 2 la même région, elles étaient d'accord avec ça. Alice est allée faire le repérage et depuis elle guide tous nos groupes. Elle parle grec, et elle est, très sympathique et elle connaît très bien la région. Donc c'est elle que vous aurez comme guide, jusqu'à nouvel ordre. Vous l'aurez compris, un voyage de 2 semaines, niveau similaire au Pays basque. Donc encore une fois, si vous êtes allé en Andalousie, aux Canaries, en Crète, vous n'aurez pas de problème sur ces 2 voyages-là, ça va bien se passer. Le terrain est moins, rocheux, rocailleux que ce que vous avez connu en Crète. Les sentiers sont en meilleur état. De départ pour la Grèce,
le 25 mai et le 14 septembre. Pour les 2 voyages, si on voit que les dates déjà affichées débordent, on rajoutera une deuxième date ou une date, en septembre, aussi bien pour le Pays basque que pour la Grèce. Mais on attend d'abord d'avoir des groupes complets parce que c'est sympathique d'avoir des groupes, à 10-12 voyageurs. Il y a généralement une super ambiance. Au niveau de la météo pour la Grèce, là aussi, un petit peu plus frais en montagne et puis plus on s'élève, plus il fait frais. Il pourrait même faire jusqu'à 10, 15 degrés. Mais dans les 2 voyages, généralement, on marche en short et en t-shirt. Puis c'est sûr que quand on est au bord de l'eau, il fait un petit peu plus chaud et ça peut monter jusqu'à 25-30, à Corfou, voire même un petit peu plus, dépasser les 30 degrés. Mais vous avez accès à la baignade, là aussi, comme au Pays basque à la fin. Voilà pour, la présentation. Donc, vous aurez reconnu en bas à gauche, plutôt le Pays basque avec, ici les hauts sommets, là les villages des Agoria, un des 46 villages des Agoria que l'on rejoint, à pied. Donc si vous avez, houp là haut. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Si, vous avez des questions, c'est l'occasion de me les poser. Moi, j'ai raconté, pas tout, mais tout ce que je voulais vous dire, en tout cas pour ce midi. Ce sont d'excellents premiers voyages, tous les 2. Ce sont vraiment d'excellents premiers voyages de randonnée. Donc à partir du moment où vous savez que vous aimez marcher, que vous avez un rythme moyen, c'est ça se passe très bien. Vous portez juste vos affaires pour la journée. Les bagages sont transportés, heu, du point A au point B à chaque fois. Certaines journées, pas toutes, mais certaines journées, vous pouvez prendre, congé. Donc ça se parle avec le guide, en amont. On mange super bien, la vie est belle, en fait. C'est vraiment la dolce vita, et les paysages sont absolument magnifiques et la culture est très intéressante à découvrir. Voilà.